Bonsoir à tous et bienvenue à tous les adhérents du réseau Synertiel pour ce 5e webinaire Ciel. Je suis Fabien Froger, je suis en charge de la gestion des ressources humaines chez Synertiel. J'ai le plaisir de vous accompagner ce soir durant 1 heure sur un vaste thème qui est celui de la fidélisation de vos talents. Et nous avons sélectionné les sujets qui vous concernent, vous les artisans et chefs d'entreprise du bâtiment et du confort dans l'habitat. Nous allons aborder ce sujet passionnant, l'articulant principalement autour de 3 grands thèmes, à savoir tout d'abord l'intégration d'un salarié, un moment clé à ne pas manquer, les enjeux d'un entretien professionnel régulier et comment garder la bonne motivation de vos collaborateurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter les 2 experts qui vont nous accompagner ce soir, je voulais juste vous indiquer que vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit à l'aide du bouton « Questions et réponses » qui se situe en bas de vos écrans tout au long de l'intervention. Nous y répondrons de façon groupée à la fin de ce webinaire Ciel. Donc, en notre compagnie ce soir, pour nous parler de la gestion des talents, nous sommes accompagnés par 2 expertes du cabinet Alteor RH, pour qui la gestion des talents n'a que peu de secrets. Donc, juste un petit mot sur le cabinet Alteor RH. Il fait partie du groupe Cogedis. Son cœur de métier est d'accompagner les entreprises de moins de 20 salariés sur les 5 métiers principaux qui nous concernent ce soir, à savoir la paye, le social, la RH, le recrutement et le management. Donc, tout d'abord, pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Séverine Lapierre, qui est à droite sur vos écrans. Voilà Bonsoir Séverine. Le rôle de Séverine au sein des entreprises est d'apporter un regard extérieur sur toute la partie managériale, organisationnelle et relations humaines. Séverine réalise des accompagnements qui sont sur mesure auprès des dirigeants d'entreprise, de leurs managers ou de leurs équipes sur des domaines variés tels que la communication, le management, la gestion de conflits, et elle aide également les entreprises à passer des étapes clés dans leur vie, qui soit des étapes clés de progression, soit des étapes clés de réorganisation. Nous pourrons également profiter des éclairages de Solène Cloarec. Bonsoir à tous. Bonsoir Solène et merci d'être avec nous ce soir. Solène est responsable des consultants en gestion sociale au sein d'Alteor RH. Elle accompagne les employeurs dans la gestion des ressources humaines dans le but de sécuriser leurs pratiques internes, également optimiser les charges de leur entreprise et évidemment d'apporter son support juridique en matière sociale. Bonsoir Solène. Je vais donc laisser en premier la parole à Séverine. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis avec Solène de pouvoir échanger avec vous sur la fidélisation des collaborateurs. D'une part parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. On est amené en fait régulièrement en fait à discuter et échanger sur ce sujet. Et d'autre part parce que on estime que c'est un sujet, le sujet des 10 prochaines années en fait dans les entreprises. Et donc, pour débuter en fait cette présentation, je vais vous présenter en fait Alexandre. Alexandre, il a 25 ans. Alors pourquoi on l'a appelé Alexandre? Parce que c'est le premier prénom qu'on a donné en 96 chez les garçons. Séverine, si tu pouvais mettre en diaporama, ce serait plus facile pour suivre. Ah pardon. Hop. Voilà, parfait. Donc, c'est Alexandre, 25 ans. Pourquoi nous ne l'avons pas appelé Alexandra? Parce que, en fait, les femmes ne représentent que 11% des collaborateurs au sein de vos entreprises et elles sont pour 78% présentes dans les métiers ETAM et les métiers support. La deuxième raison pour laquelle, en fait, on veut vous présenter, en fait, Alexandre, c'est qu'il représente 23% de la population aujourd'hui, c'est-à-dire autant que les 40-50 ans dans le bâtiment. Et la dernière raison clé, c'est que, en fait, en 2025, Alexandre représentera 50% de la population active. Donc, vous voyez, en fait, Alexandre, c'est vraiment le jeune homme que vous allez recruter demain dans vos entreprises. Et pour cela, en fait, Solène va vous parler des thématiques que l'on va aborder au travers d'Alexandre. Alors, pourquoi Alexandre va-t-il se plaire dans votre entreprise ?
Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va bien travailler avec vous et avec votre équipe, qu'il va bien s'intégrer, qu'il va même performer? Pourquoi est-il motivé et comment faire que cela dure sur du long terme? Autant de questions que nous allons traiter maintenant en retenant 3 étapes clés pour établir une relation gagnante-gagnante. Alors tout d'abord, votre réussite, elle réside dans l'intégration d'Alexandre au sein de l'entreprise. Vous devez accorder de l'importance et du temps à cette étape. Ensuite, un focus sera fait sur la communication avec votre salarié et sur les outils dont vous disposez, dont l'entretien professionnel. Dernière thématique essentielle à nos yeux que nous aborderons aujourd'hui, c'est la motivation d'Alexandre. Quels sont les leviers de la motivation, comment la maintenir et comment détecter une baisse de motivation. Une fois ces 3 points abordés, nous estimons que vous pourrez jouer pleinement votre rôle d'employeur. Alors, tout d'abord, un rappel en chiffres. 50% des entreprises n'ont pas de parcours d'intégration. 6 à 8 mois, c'est la durée pour un salarié pour être performant. C'est une durée moyenne, bien évidemment. Ça veut dire que votre salarié comprend, il sait sur quoi il doit travailler et ce qu'on attend de lui. Mais dans des métiers techniques comme les vôtres, cette durée peut être allongée. Un salarié sur 2 a imaginé un départ lors de la période d'essai. Et enfin, 58% ont bénéficié d'un parcours et d'un suivi et sont encore dans l'entreprise 3 ans après quand même. Donc, gardez en tête qu'en moyenne, un salarié sur 2 ne dépasse pas 1 an dans une entreprise. Alors, ces chiffres parlent d'eux-mêmes et démontrent vraiment en fait l'importance du parcours d'intégration pour éviter un turnover important, des problèmes de recrutement et surtout un temps investi à la formation qui est trop important pour un résultat qui n'est pas toujours à la hauteur de vos attentes. Alors, après avoir fait ce constat, quels intérêts avez-vous, vous, employeur, à soigner l'intégration de votre salarié? Moi, j'ai identifié en fait 3 apports qui pourraient être parlants pour vous. Tout d'abord, c'est pour développer l'engagement et l'implication du salarié afin d'éviter en fait une désorganisation de l'entreprise, une perte de temps et clairement une perte d'argent. Deuxièmement, pour limiter son absentéisme, Alexandre aura compris les enjeux de sa mission, pour qui il travaille, à quoi il sert, car vous le lui avez expliqué au préalable dans le cadre de ce parcours d'intégration. Et enfin, pour développer sa motivation et la maintenir dans le temps, Alexandre se sent tout simplement bien dans l'entreprise et il est à sa place. Alors maintenant que vous êtes convaincu de l'importance d'une bonne intégration, en pratique, comment vous faites ? Lors de l'arrivée, je préconise de créer en fait un dossier individuel par salarié. Vous rédigez un contrat de travail sécurisé. Le contrat doit être écrit obligatoirement et remis au salarié dans les 8 jours de l'embauche. Faites appel à un juriste pour vous aider à rédiger un contrat sur mesure avec des clauses protectrices pour vous et votre entreprise. Alors, je vous propose une liste non exhaustive, mais de clauses en fait percutantes qui pourraient vous intéresser. À savoir une clause de rémunération variable, par exemple, pour intéresser le salarié sur les résultats et la performance de l'entreprise, une clause sur les déplacements professionnels, dans votre domaine d'activité, c'est quand même assez fréquent, avec l'obligation de détenir le permis de conduire, l'interdiction, par exemple, de l'usage de la drogue et de l'alcool, c'est important de les mettre dans les contrats de travail et je l'associe en plus avec la mise en place d'un règlement intérieur pour être totalement sécurisé sur ce point. Je préconise également dans le contrat de prévoir une clause sur la mise à disposition de matériel, téléphone, ordinateur portable, autre matériel, comment vous faites pour le récupérer au départ du salarié. Je propose également une clause sur l'utilisation des véhicules de service qui est uniquement professionnelle, je le rappelle. J'associerai une note de service également pour l'usage de ces véhicules-là en cas de contrôle URSSAF pour être sécurisé. N'oubliez pas non plus la période d'essai. Malheureusement, pour les ouvriers, il n'y a pas de renouvellement possible. Par contre, pour les agents de maîtrise et cadres, il est possible de prévoir un renouvellement. Ça vous laisse un petit peu plus de temps quand même pour voir comment travaillent les salariés. Mais faites-vous un rappel de votre agenda pour ne pas oublier ce renouvellement qui doit être obligatoirement écrit. Alors, j'ai pensé également à la clause de confidentialité. Si votre salarié est amené à connaître des informations importantes de l'entreprise, ça peut être intéressant pour vous protéger. La clause de non-concurrence, également, si vous êtes dans un domaine en fait particulièrement concurrentiel, elle peut avoir un effet tout simplement dissuasif dans un premier temps. Il ne faut pas oublier évidemment de la lever en cas de départ du salarié si vous ne souhaitez pas l'appliquer finalement. Et dernière clause à laquelle j'ai pensé pour vous, c'était la clause de dédiformation.
qui permet de vous assurer du bénéfice des formations que vous avez financées en dissuadant le salarié tout simplement de quitter l'entreprise avant que les dépenses de formation soient amorties. Ce n'est pas négligeable, surtout si vous êtes amené en fait, à réaliser des formations dès l'embauche. Voilà pour ce qui est du contrat de travail. Couplé à ce contrat de travail, je préconise l'établissement d'une fiche de poste qui est vraiment la carte d'identité du poste de travail. Elle permet de définir le cadre de la mission, vos attentes. Il est important quand même de connaître les limites de la mission de votre salarié, tant pour vous que pour votre salarié. Ensuite, je préconise une visite médicale d'embauche dans les 3 mois. C'est impératif et notamment dans votre métier particulièrement physique. Je préconise également un organigramme pour expliquer les liens et les relations fonctionnelles, organisationnelles et hiérarchiques. Alexandre doit comprendre son rôle dans l'organisation de l'entreprise. Aussi, et à ne pas négliger, le rôle des autres salariés en CDI est déjà en place auprès d'Alexandre. Écoutez, ils ont un rôle à jouer dans l'accueil, dans l'accompagnement, dans l'aide, le soutien, voire même en tant que tuteur pour l'aider à s'intégrer dans l'entreprise. Et aussi également pour participer en fait à l'ambiance de travail avec un discours plutôt positif à tenir auprès des nouveaux collaborateurs. Voilà. Pour ce qui est d'un aspect un peu moins légal, je propose ce soir de parler du livret d'accueil. Livret d'accueil qui est un vrai outil pour aider le nouvel arrivant en fait, à prendre ses marques. Alors, un livret d'accueil, ça peut être tout simple, sous forme de feuillet, 2-3 pages. Ça viendra répertorier les obligations légales, mais aussi d'autres informations pour donner tout simplement l'occasion au nouvel arrivant de s'imprégner des valeurs et du fonctionnement de l'entreprise, de se repérer plus facilement au sein de la structure, de prendre connaissance tout simplement et de s'approprier la réglementation en vigueur dans l'entreprise. Ça favorise le sentiment d'appartenance. Et en pratique, quel contenu il faut prévoir pour ce livret d'accueil? Alors, ce n'est pas un outil, comme je disais, qui est prévu par le Code du travail, donc vous avez toute latitude pour le contenu. Moi, ce que je préconise, c'est vraiment une information sur l'histoire de l'entreprise, sur les valeurs de cette dernière, sur la vision du dirigeant, son mot de bienvenue, l'organigramme également, des informations légales sur la mutuelle, la prévoyance, l'intéressement s'il y en a, le plan épargne entreprise s'il y en a, et d'éventuels accords d'entreprise existants. Et ça peut être aussi des informations internes, organisationnelles, sur le temps de travail, les horaires de travail et d'autres avantages que vous pourriez mettre dans l'entreprise. C'est vraiment un récapitulatif de tout ce qui existe et que Alexandre dont Alexandre pourra disposer en fait, dans le cadre de son contrat. Enfin, pour une bonne intégration, évidemment qu'il faut prévoir des rencontres et des échanges avec la direction. Notamment une présentation de l'équipe par le dirigeant. C'est important de rencontrer le chef d'entreprise, de faire des entretiens individuels également avec le salarié pour assurer tout simplement un suivi régulier, surtout dans les premiers mois, et instaurer des moments conviviaux tout simplement pour finaliser votre processus d'intégration. Alors là, on a fait un tour d'horizon des outils juridiques et administratifs qui sont à votre disposition pour bien intégrer votre salarié dans l'entreprise. Comme vous venez de vous le dire en fait, Solène, un salarié sur 2 ne termine pas l'année. Un salarié sur 2 se questionne sur sa première partie en fait d'intégration. Donc, l'enjeu pour Alexandre, ça va être de vérifier si votre promesse lors du recrutement se vérifie sur le terrain. Votre recrutement, en fait, commence le premier jour de votre rencontre avec votre collaborateur, au premier entretien, mais il se finit bien après la validation de la période d'essai. Donc, ayez en tête que quand Alexandre arrive sur votre lieu d'entreprise, ce n'est pas gagné. C'est là où tout commence. Donc, autant Solène s'est positionnée sur la partie juridique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important et quel cadre doit-on poser pour qu'Alexandre se sente accompagné. Eh bien, moi, je vais mettre l'accent sur l'implication. Au-delà de la motivation, ce qui est important, c'est qu'Alexandre se sente impliqué. Et l'implication, derrière ça, il y a 3 mots. L'engagement, l'attachement en fait à l'entreprise et l'identification à l'entreprise.
Et l'engagement, c'est le lieu où, vous allez trouver le programme d'intégration. Alors vous allez me dire, oh, programme d'intégration, mais qu'est-ce que j'y mets? Comment je l'intègre? Eh bien, c'est justement, j'ai 4 semaines pour identifier si Alexandre peut faire partie de notre entreprise. Dans ces 4 semaines, je dois donner toutes les chances à Alexandre de vouloir, rester chez nous et surtout de comprendre comment on fait et qu'est-ce que l'on attend de lui, clairement. Donc, ça peut être des éléments très concrets comme, par exemple, si vous travaillez auprès des particuliers, on dit bonjour en fait aux gens chez qui on rentre, on arrive à l'heure, on identifie ce que l'on va faire, on doit avoir une certaine, on va dire, capacité à échanger avec ces personnes-là, par exemple. Eh bien, ça peut être des éléments que je vais vérifier au cours de ce premier mois. Sur la partie savoir-être et sur la partie du savoir-faire, eh bien, il y a tout un listing de vérification, en tout cas de quel type d'accompagnement je dois apporter en fait Alexandre. Eh bien, ces éléments-là vont me permettre d'identifier comment je peux accompagner Alexandre. Donc, ça peut être sur l'utilisation des outils, les techniques utilisées, les matières premières, enfin bref, tout ce qui vous paraît essentiel lors de l'intégration. Au bout de 3 semaines, on se dit que normalement, vous devriez avoir un penchant favorable. C'est-à-dire que Alexandre réunit 80% en fait des attentes. Eh bien, Alexandre doit savoir aussi qu'en fait, il est dans les attendus. Et pour ça, il a besoin en fait que vous fassiez des échanges avec lui. Donc l'engagement passe par vraiment un programme d'intégration que vous allez réaliser sur mesure en fonction du profil de la personne que vous allez recruter. L'attachement, c'est l'attachement au groupe. Et comme Solène le disait, ce qui est important, c'est est-ce qu'il peut identifier quelqu'un sur qui il peut se reposer? On va dire, c'est Bernard. Bernard, en fait, c'est la personne clé de votre entreprise en qui vous avez totale confiance. Il sait que Bernard vous savez que Bernard va parler à Alexandre positivement de votre entreprise et va lui donner les clés de réussite. Ça peut être aussi en fait des repères, c'est-à-dire que lors de l'intégration, je vais faire accompagner Alexandre par différents collaborateurs de l'entreprise pour qu'ils puissent mieux les connaître plus intimement quand c'est possible. Et puis, ça peut être aussi un pot final en fin de semaine où là, on va prendre le temps d'échanger d'une façon un peu plus conviviale. Tous ces éléments-là vont permettre à Alexandre de s'identifier. Est-ce que je me vois travailler dans cette entreprise? Est-ce que le cadre me convient? Est-ce que les collaborateurs sont, on va dire, me soutiennent dans le développement de mes compétences? Et ça l'invite à revenir le lendemain et à être motivé pour revenir le lendemain. Et puis, le dernier point qui est l'identification de l'entreprise, eh bien, c'est tout ce que vous aurez mis en avant, c'est-à-dire les points étapes, les échanges informels, les échanges techniques sur le métier, ce que vous allez apporter, c'est-à-dire le matériel qu'on va lui donner, l'attribution vestimentaire, enfin, tous ces éléments qui vont faire qu'il va se sentir à appartenir à l'entreprise. Les feedbacks que vous aurez réalisés, à un moment donné, vous allez voir que, en fonction des retours que vous allez faire, il va passer du vous à nous. Eh bien, on va dire qu'à ce moment-là, nous sommes sur le bon chemin d'intégration. C'est-à-dire que le collaborateur, petit à petit, s'imagine dans le groupe. Sachez qu'Alexandre, une personne comme Alexandre, attend d'être considéré, être respecté et être écouté. Et donc, tout ce que l'on a proposé avec Solène participe à ces 3 éléments clés: respect, considération et écoute. Les enjeux, ils sont clairs, hein. Un coût d'intégration raté, c'est 7 000 €. Et bien sûr, en fait, le deuxième enjeu, c'est que 45% des démissions s'opèrent la première année. Donc, plus vous allez intégrer, plus vous allez imaginer et proposer à Alexandre un cadre, on va dire, clé, plus il va se sentir appartenir à l'entreprise. Solène va en fait vous parler d'un deuxième point clé dont on a parlé tout à l'heure, qui est la communication. Alors, la communication entre le chef d'entreprise et le salarié, vous avez bien compris, elle est primordiale. Je ne pense pas que je vous apprends quelque chose. Effectivement, la loi elle a mis en place des entretiens obligatoires constituant des vrais outils de communication qui permettent in fine de fidéliser le salarié.
Nous recommandons en plus avec Séverine des pratiques managériales permettant de multiplier en fait ces moments d'échange de nature en fait à permettre à l'employeur de communiquer, s'entretenir et s'intéresser tout simplement à son salarié. Alors, je ne vais pas vous exposer la liste de tous les entretiens à réaliser tout au long de la vie du contrat. Ça serait vraiment sans intérêt pour vous. Par contre, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous citer quelques entretiens obligatoires ou simplement recommandés qui se réalisent à l'embauche ou alors lors de l'exécution du contrat. On en a quand même répertorié 8 entretiens qui existent, hein, et également à la fin du contrat. Mais je vais vous exposer un intérêt, un enjeu pour les entretiens que j'ai répertoriés pour vous, employeurs. L'enjeu, en tout cas, et l'intérêt de le mettre en place dans votre entreprise. Alors, celui qui m'est venu en premier, c'est l'entretien d'embauche que je préconise vraiment de soigner, car il constitue en fait la vitrine de votre entreprise. L'image qui sera véhiculée gratuitement à l'extérieur, quand bien même le candidat n'a pas été retenu, il a entendu votre dynamisme, il a vu votre vision, vos objectifs, et il pourra certainement très facilement relayer en fait l'information à l'extérieur. Le deuxième entretien que j'ai retenu, c'est l'entretien annuel d'évaluation. Donc, c'est un échange annuel pour assurer le suivi régulier de votre salarié, anticiper d'éventuelles difficultés à venir, percevoir sa motivation et rectifier en fait le cas échéant en cas de problème détecté. C'est un véritable outil stratégique global pour l'entreprise. Il permet de recueillir une multitude d'informations importantes pour la conduite de votre entreprise, de nature à développer et améliorer la productivité. Votre intérêt, clairement, c'est la performance RH, car la gestion RH, à l'instar des autres fonctions de l'entreprise, n'échappe pas à la nécessité de prouver son efficacité. Donc, faites-vous aider d'un juriste en droit social pour vous aider à atteindre cet objectif stratégique de l'entreprise. Autre entretien que j'ai décidé de conserver, c'est l'entretien disciplinaire. Donc, c'est-à-dire un entretien obligatoire à réaliser dans le cadre d'une procédure légale stricte afin d'éviter en fait la remise en cause de la procédure par le salarié au prud'homme et surtout d'éviter le versement de dommages et intérêts. Donc, l'enjeu là, il est réellement financier parce qu'en cas d'irrégularité, ça peut coûter évidemment très cher. Alors, nous avons fait le choix avec Séverine de réaliser un focus sur l'entretien professionnel, qui est également un entretien obligatoire, incontournable pour l'employeur, et j'insiste, et qui doit être fait dans le cadre du parcours professionnel du salarié dans l'entreprise. Alors, pour cela, un petit rappel chiffré pour commencer. Alors, 23% des salariés n'ont jamais eu d'entretien professionnel. Bon, c'est une obligation depuis 2014, quand même. Entre 26% et 43% des employeurs réalisent l'entretien professionnel réellement. 2021, écoutez, c'est l'échéance pour réaliser l'entretien bilan. Voilà. Et 3, c'est le nombre d'entretiens professionnels que vous avez donc dû réaliser depuis 2014, en tout cas, si vous êtes à jour, bien sûr, de vos obligations. Voilà. Donc, le rappel des finalités, écoutez, il y en a 3. Tout d'abord, examiner les perspectives d'évolution du salarié dans son poste. Deuxièmement, identifier les besoins en matière de formation. Et troisièmement, informer le salarié sur le CPF, donc le compte personnel de formation. Quelles sont les modalités de mise en place de l'entretien? Écoutez, il y en a 2, c'est-à-dire un entretien tous les 2 ans et un bilan, un état des lieux de la situation tous les 6 ans. Donc, pour rappel, la mise en place, c'était en 2014, c'était une loi de 2014, avec un premier entretien qui aurait dû être fait en 2016, le deuxième en 2018 et le troisième en 2020, mais il a été reporté du fait du Covid au 30 juin 2021. Donc, on est toujours dans les temps pour faire l'entretien bilan. Alors, d'un point de vue pratique maintenant, comment vous devez agir? Le contenu de l'entretien professionnel, il est strictement réglementé. On ne parle pas de n'importe quoi au cours de l'entretien professionnel. Il convient donc de créer une trame qui va répertorier les thématiques obligatoires à aborder et à la suivre strictement au cours de l'échange avec le salarié. Il faut compter approximativement 20-30 minutes d'entretien. Et en aparté, les revendications de salaire de vos salariés n'ont pas lieu d'être dans l'entretien professionnel. Vous pouvez donc indiquer en début d'échange que vous n'aborderez pas ce point ou alors couper court à toute demande du salarié, tout simplement. Dans tous les cas, l'entretien professionnel doit donner lieu en fait, à la rédaction obligatoire d'un document écrit et remis au salarié. Ce document doit être conservé au dossier du salarié pour apporter la preuve que vous avez bien tout simplement réalisé votre obligation en la matière. Pour votre information,
Les entreprises de plus de 50 salariés sont lourdement sanctionnées. C'est aussi pour ça qu'on voulait vous en parler, puisque l'amende, elle s'élève tout de même à 3 000 € par salarié. Donc, je parle bien des entreprises de plus de 50 salariés. Hein. Donc, même si vous n'êtes pas concerné, il me paraît quand même important que vous connaissiez la sanction, qui correspond quand même à une tendance actuelle d'accorder de l'importance au suivi de la formation professionnelle des salariés. Et ce qu'on peut voir également, c'est une tendance des salariés qui vont devant les prud'hommes pour régler un tout autre litige. Et ben, on les voit en fait tout simplement rajouter au grief l'absence d'entretien professionnel pour accabler tout simplement l'employeur et augmenter financièrement le montant demandé. Et bien sûr, ça marche. Donc, soyez vraiment vigilants sur ce point-là. Hop là, pardon. Alors, l'entretien professionnel, en fait, la philosophie de l'entretien professionnel, c'est de réussir à se projeter sur les années à venir, les 6 années à venir. Donc, quand on parle d'entretien professionnel, nous devons parler de vision à 6 ans. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous, en tant que dirigeant, vous aimeriez faire dans 6 ans? Où est-ce que vous voudriez que vos collaborateurs soient? C'est vraiment ces questions-là que vous devez vous poser pour l'entretien professionnel, parce qu'il va vous donner des clés en fait sur où est-ce que je veux, enfin qu'est-ce qui m'interpelle chez Alexandre, et du coup, si demain je le projette dans l'entreprise, il a 25 ans aujourd'hui, dans 2 ans il en aura 27, au regard de la façon dont il travaille aujourd'hui avec moi, j'aimerais demain qu'il soit un chef d'équipe, parce que j'imagine que dans mon entreprise, je vais passer de 4 salariés à 10, ça serait vraiment le top pour moi, et donc du coup, j'aurais besoin de relais. Donc, pour moi, les 3 mots-clés de l'entretien professionnel, c'est 1, connaître la place, c'est-à-dire comment Alexandre se projette dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'il perçoit de l'entreprise et qu'est-ce qu'il souhaiterait pour l'entreprise et pour lui. La deuxième chose que vise l'entretien professionnel, s'il est fait dans les règles de l'art, il vise l'implication. C'est-à-dire que si moi, Alexandre, lors de mon entretien professionnel, je dis que j'aimerais me perfectionner, je ne sais pas si vous êtes peintre en bâtiment, sur des plafonds tendus, et qu'on m'offre cette possibilité de me perfectionner dans ce domaine-là et donc de développer du chiffre d'affaires pour l'entreprise, croyez-moi, je serai proactif, je deviendrai autonome et je proposerai des choses, de plus en plus de choses dans l'entreprise. Je ferai avancer l'entreprise parce que j'y trouve quelque chose de gagnant-gagnant dans cette relation. Et bien sûr, je connaîtrai aussi la vision en fait de mon dirigeant. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile de me projeter. C'est-à-dire que quand je demande à Alexandre où est-ce que tu te situes où est-ce que tu voudrais te situer dans 2 ans, dans 4 ans, si j'ai pas la vision du dirigeant, c'est difficile de me projeter. Par contre, si je connais ses objectifs, ce qu'il veut atteindre demain, je peux me projeter éventuellement sur, je sais que mon patron demain veut ouvrir une 2e succursale à Brest, et bien moi ça m'intéresse d'être à Brest, et donc du coup je pourrais parler de ma mobilité. Est-ce que lors de l'entretien professionnel, il y a une place sur la mobilité? Est-ce que tu es mobile? Est-ce que tu te vois bouger dans l'entreprise? Et moi, dirigeant, quand je me projette sur 6 ans, eh bien j'ai besoin d'avoir ces éléments-là. D'ailleurs, bien souvent, en fait, les entretiens professionnels rebutent parce qu'on se dit qu'il va y avoir des obligations derrière. Ce sont souvent des obligations que vous réalisez déjà. Vous les formez, vos collaborateurs. À chaque fois qu'il y a un métier ou des éléments de pointe, vous essayez en fait de les accompagner dans ces domaines-là. Donc, l'entretien pro, c'est une juste répétition de ce que vous faites, sauf que ce sont, comme l'a dit Solène, écrits, organisés, cadrés. Et ça donne, en plus, ça donne de l'ampleur à ce que vous faites. C'est-à-dire que quand vous réalisez tout ce que vous faites, les formations, et quand Alexandre réalise toutes les formations qu'il fait au sein de son entreprise, eh bien, il perçoit la valeur ajoutée de l'entreprise aussi. Pour cela, en fait, moi, je vous engage, si vous n'avez pas encore réalisé des entretiens professionnels, à y mettre de l'intérêt. Donnez ce document. Faites en sorte de lui expliquer la raison pour laquelle vous souhaitez en fait qu'il participe à cet entretien professionnel. Donnez-lui des clés de réflexion. Intégrez dans vos plannings les heures et les moments où vous allez faire cet entretien professionnel. Dites-lui où est-ce que vous allez le rencontrer. Enfin, tous ces éléments de cadre qui vont faire qu'il va sentir que l'entretien professionnel est important pour vous. Et la dernière clé, pendant l'entretien professionnel, soyez à l'écoute.
Comme disait Solène, c'est un entretien qui dure 20 minutes. Il est très cadré, avec des objectifs clairs sur la formation, sur la façon dont il se projette. À ce moment-là, eh bien, allez soyez à l'écoute de ce qu'il vous dit, prenez en considération tout ce que tous vos collaborateurs vous disent et faites une restitution. C'est-à-dire, voilà ce que vous m'avez dit, voilà ce que je vais garder parce que c'est un vrai enjeu pour l'entreprise, ce que je mets sous le coude parce qu'on n'est pas prêt, mais ça m'intéresse, et ce que je ne prendrai pas en considération parce que c'est pas dans les objectifs de l'entreprise. Et bien là, vous créez de nouveau de l'implication et de l'identification en fait à l'entreprise, à ce que je peux apporter et comment je peux m'intégrer dans la vision en fait de votre entreprise et du dirigeant. Nous allons parler en fait avec Solène d'une autre thématique qui est vraiment complémentaire aux deux premières sur lesquelles on vient d'échanger, qui est la motivation. Alors, en chiffres, tout d'abord, 18% des salariés attendent de la reconnaissance de la part de leur manager. 378 000, c'est le nombre d'entreprises qui sont équipées d'un plan épargne entreprise, PEE, il y a une petite coquille. 5, c'est le nombre de dispositifs que je vais vous présenter et qui permettent une optimisation des charges sociales de l'entreprise. Et 45%, enfin, c'est le pourcentage d'augmentation salariale mensuelle de base depuis 20 ans dans votre domaine d'activité. Alors oui, effectivement, un de vos objectifs en tant qu'employeur, c'est vraiment de prévoir la rémunération qui va permettre de valoriser correctement le travail du salarié, le motiver sans trop finalement impacter les charges pour l'entreprise. Il faut trouver la bonne adéquation gagnante-gagnante en termes de performance du salarié et de coût pour l'entreprise. Pour cela, évidemment, il existe plusieurs dispositifs. On a la base du système qui est le salaire individuel qui est fixé en fait à minima par la grille de salaire de votre convention collective. Vous ne pouvez pas évidemment prévoir de salaire inférieur à cette grille-là, donc il faut au moins s'y référer. Ce salaire, il peut être constitué à la fois d'une part fixe en fonction du nombre d'heures de travail ou alors de la mission à réaliser pour un forfait jour par exemple, et ou d'une part variable, optionnelle, établie à la discrétion de l'employeur. Vous avez donc totale liberté pour fixer le montant, la base de calcul, les modalités de versement. Ça, c'était le salaire individuel. Vous pouvez également prévoir un dispositif collectif de salaire mis en place soit par la convention collective, telle que par exemple dans votre domaine d'activité, la prime vacances, mais ça peut autrement être fixé à la discrétion de l'employeur en déterminant tout simplement une formule de calcul qui est claire, objective et atteignable. Voilà. Ça peut s'identifier sous forme de primes exceptionnelles, donc des primes que j'appelle one shot, qui ne seront versées, qui ne sera pas renouvelée en fait l'année suivante, ou alors sous forme d'usage dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un avantage non écrit versé à tous les salariés selon le même mode de calcul et au même moment dans l'année. Cette prime versée sous forme d'usage, elle doit donc être versée tous les ans et elle devient une obligation pour l'employeur. Donc, il faut faire attention aussi à cette récurrence-là et puis à la formule de calcul parce que sinon, on arrive vite dans l'usage. Mais il faut savoir dans tous les cas qu'il est possible de stopper le versement de cet avantage en respectant un formalisme juridique. Il est toujours possible de mettre fin au dispositif que l'on met en place. Il y a toujours des solutions, mais il faut faire attention à la façon dont on le met en place. En tout cas, tout ça est possible. Toutes ces formes de salaire-là sont possibles dans le respect du principe d'égalité de traitement. N'oubliez pas, travail égal, salaire égal. C'est cette fameuse phrase qu'il faut retenir, mais qui a tout son sens. Et surtout aussi, il faut respecter le principe d'interdiction des discriminations. On ne fait pas de différence qui repose par exemple sur l'usage, le sexe, l'apparence physique, l'état de santé, l'origine, la situation de famille et j'en passe. Mais vraiment, il faut faire très attention à ça. Les salaires différents doivent pouvoir s'expliquer objectivement, en tout cas pour ne pas avoir de problème ultérieurement. Bon, bref, en tout cas, je préconise au-delà du versement de ce salaire-là, tel que je vous l'ai décrit, soumis à charge sociale en totalité, de réfléchir plutôt à des dispositifs qui permettent d'être des vrais leviers de performance gagnant-gagnant, c'est-à-dire sans charge ou très peu de charge pour l'entreprise et surtout motivant pour les salariés. Donc là, j'arrive à la présentation de notre jolie fleur qui prévoit donc plusieurs dispositifs qui existent actuellement et qui sont intéressants quand même de prendre en compte dans la rémunération de vos salariés pour venir valoriser
le travail. Donc, prime Macron, vous avez certainement dû tous en entendre parler, qui a été mise en place en 2019, reconduite en 2020 et on vient de l'apprendre là, réellement reconduite en 2021, mais on est en attente du décret d'application en fait, pour connaître les modalités de versement. Donc, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Je ne sais pas si s'ils vont se caler en fait, sur les mêmes modalités que l'année dernière. Je ne peux pas m'avancer. En tout cas, par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est un dispositif one-shot en fonction des gouvernements. Donc, on ne peut pas trop s'y fier quand même. Je ne sais pas si ça existera toujours l'année prochaine. Mais c'est intéressant puisque c'était une prime quand même en respectant les conditions qui est exonérée de charges sociales. Quand vous versez 500 € à votre salarié, ça vous coûte 500 €. Et ça, ce n'est pas négligeable. Le versement de tickets restaurants et chèques vacances, je traite ça de la même façon, c'est-à-dire que c'est un moyen de valoriser les salariés qui travaillent en participant à la prise en charge de leurs repas ou de leurs vacances. La part employeur, elle est exonérée de charges sociales et elle est non imposable. Donc, c'est un dispositif là, qui s'inscrit dans le temps avec une réelle volonté de se démarquer des autres entreprises et à l'heure voilà, où la concurrence est très importante dans un domaine d'activité où les salariés travaillent, s'impliquent, etc. Ça peut être une solution également pour valoriser vos salariés en limitant les charges. Une autre pétale en tout cas, c'est le plan épargne entreprise, c'est-à-dire que le salarié verse une prime sur le plan épargne entreprise, une prime qui peut être abondée par l'employeur selon ce que vous aurez prévu dans le règlement intérieur du PEE, mais qui peut également ne pas être abondée et qui permet tout simplement au salarié de placer une somme d'argent qui ne sera pas imposable si toutefois les conditions sont respectées. Donc, il y a un vrai enjeu juridique, un vrai intérêt juridique, puisque c'est un moyen de valoriser encore une fois les salariés tout en optimisant en fait, les charges sociales également de l'entreprise, puisque l'abonnement il est soumis en fait, à un régime fiscal favorable. Et ce dispositif s'inscrit également dans le temps avec une réelle volonté, encore une fois, de se démarquer des autres entreprises. L'intéressement, c'est le dernier dispositif dont je voulais vous parler et que je souhaite mettre en avant ce soir car il est relativement simple à mettre en place, alors avec l'aide d'un juriste évidemment, mais qui permet de corréler en fait la performance et la rétribution salariale. Il se met en place par accord collectif d'entreprise. Il peut également se mettre en place par DUE dans certaines conditions. Donc là, quand on crée comme ça, quand on rédige cet accord collectif d'entreprise, on va se rapprocher du comptable et puis de vous, le chef d'entreprise, pour travailler en collaboration afin de proposer une formule de calcul, en tout cas la plus adaptée à votre entreprise. On sollicite ensuite les salariés. Bon, je vous rassure, ils refusent très rarement la mise en place d'une nouvelle prime, vous imaginez bien. Et on vient ensuite déposer l'accord auprès de l'administration qui va vérifier si la procédure réalisée a été correctement respectée. Voilà. La prime n'est versée que lorsque l'objectif fixé est atteint et que la formule de calcul établie permet de générer une enveloppe globale d'intéressement qui sera répartie soit de façon égalitaire ou alors au prorata de la durée de présence ou encore en fonction du salaire du salarié. Donc, le risque est quand même, on va dire, limité puisque de toute façon, l'intéressement ne sera versé que si l'objectif, la formule de calcul génère en fait une enveloppe d'intéressement. Et dans tous les cas, les salariés sont informés des règles du jeu, donc pas de surprise. Alors effectivement, l'objectif, c'est bien sûr que tous les ans, cette prime d'intéressement elle soit versée, mais pour cela, c'est aussi une façon de faire participer les salariés en fait tout simplement à la réussite de l'entreprise. C'est du gagnant-gagnant. Donc, c'est vraiment un moyen de valoriser les salariés, puisque c'est une prime annuelle qui va toucher et qui va être, donc, comme je vous l'ai dit, déterminée en fonction du calcul que vous aurez déterminé. Donc, les sommes sont libres, en fait. C'est vous qui déterminez le montant. Et qui va être variable, bien sûr, tous les ans. Bien sûr. Il y a vraiment le caractère aléatoire à prendre en compte. Dans tous les cas, il permet d'optimiser les charges sociales de l'entreprise puisque si vous versez 1 000 € à votre salarié, ça va vous coûter réellement 1 000 €. Ça permet également d'optimiser la fiscalité du salarié puisque la prime, elle n'est pas imposable si elle est versée sur un plan épargne entreprise. Donc, les deux dispositifs combinés, ça permet vraiment des avantages. Le versement se fait quand l'entreprise est en capacité de le faire. Sinon, il n'y a pas de prime versée, tout simplement. Donc, comme je vous disais, risque limité pour vous. Et c'est un dispositif qui permet à l'employeur de déterminer, encore une fois, ses propres règles du jeu qui correspondent vraiment en fait, à l'entreprise. Vous ne trouverez pas le même accord d'entreprise, normalement,
chez un autre employeur. Il est fait sur mesure, quoi. C'est pour votre entreprise. C'est un dispositif qui s'inscrit dans la durée. Alors, vous pouvez faire des contrats d'intéressement d'1 an. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. On peut partir sur une durée de 3 ans qui sera renouvelable tous les ans, mais de toute façon modifiable en cas de besoin. Si l'entreprise se développe et que nos chiffres ne sont plus du tout en cohérence, eh bien, écoutez, on fera un avenant au contrat d'intéressement. Donc, c'est vraiment, ça perdure dans la durée. Et je vous assure qu'un accord d'intéressement, c'est un plus quand vous avez justement un nouveau salarié, un nouveau collaborateur qui arrive. Vous pouvez tout simplement lui dire que voilà, il y a le salaire et puis il y a la prime d'intéressement qui sera versée annuellement. Donc, pour moi, c'était le dispositif actuel, tendance à mettre en place dans votre entreprise, puisque vraiment les risques sont limités et que vous motivez des salariés qui travaillent. Donc c'est un très bon dispositif pour vous, employeurs. La motivation par l'argent, c'est une chose, je viens de vous le démontrer. La motivation par l'intégration d'un salarié dans l'entreprise, c'en est une autre. C'est-à-dire que vous pouvez aussi très bien décider de solliciter un salarié en qui vous avez entière confiance pour lui proposer, par exemple, des parts dans l'entreprise. Alors, il n'est pas majoritaire, mais il sera tout simplement intéressé sur les résultats de l'entreprise. Il garde son statut de salarié, par contre. Donc, ça le permet de maintenir le salarié motivé, peut-être en fin de parcours, par exemple, pour qu'il n'aille pas à la concurrence, ou alors en milieu de carrière pour motiver votre salarié qui garde son statut de salarié, mais peut-être un peu moins l'esprit. Voilà. Et donc, encore une fois, c'est aussi une situation sur laquelle vous pouvez réfléchir. Voilà. Alors, la motivation, en fait, par l'argent, c'est un élément clé. Mais la motivation, que fait-on lorsqu'un collaborateur, en fait, pour qu'un collaborateur reste motivé? Ça, c'est une question clé. C'est-à-dire que quand on regarde le mapping que je vous présente, en fait, à gauche, motivation et compétences, quand Alexandre arrive dans l'entreprise, il n'est pas forcément compétent, mais il est motivé. Motivé par la curiosité, la façon dont vous l'avez happé et recruté. Et donc, du coup, il n'a qu'une envie, c'est d'apprendre et développer ses compétences. Donc, c'est une phase clé dont on a parlé tout à l'heure qui concerne en fait l'intégration. La façon dont je vais l'intégrer va vous permettre de passer d'Alexandre du cadran à gauche et en haut, motivation et pas compétent, au cadran à droite, en haut, motivé et compétent. Bien sûr, il va falloir quelques années avant d'arriver et d'être hyper compétent et hyper motivé. Mais ce qui va faire la différence, vous savez tous, en tant que dirigeant, c'est comment je maintiens cette motivation dans le quotidien. Alors oui, le salaire est une clé, mais Solène vous a dit tout à l'heure que 18% des salariés attendaient de la reconnaissance. Alors c'est quoi ce domaine de reconnaissance? Eh bien, la reconnaissance, ce sont des besoins essentiels qu'il va falloir valoriser. Et ça, en fait, vos collaborateurs vous le disent. Il y a des gens qui ont besoin d'être reconnus par leur travail et qui auront besoin d'avoir du feedback sur la qualité de leur travail, sur la façon de travailler. D'autres personnes vont avoir envie qu'on les écoute. Ils ont besoin d'être reconnus par ce qu'ils ont à dire. Donc, ils vont avoir besoin de s'impliquer par leur opinion. Et donc, du coup, ce sont ceux qui ont toujours des choses à vous dire. Ah, et si on faisait? Et moi, je pense que ce serait mieux que… Eh bien, ça, en fait, ce sont des signes que le collaborateur a besoin d'être entendu pour faire. Et donc, du coup, prendre en considération que parmi vos collaborateurs, il y a des gens qui ont besoin d'être entendus pour faire. Et donc, du coup, qui ont besoin d'être dans du participatif en termes de management. D'autres personnes vont avoir besoin d'être reconnues pour eux-mêmes, c'est-à-dire pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Et donc, du coup, comment je reconnais Jean-Yves, Luc, qui ont besoin d'être reconnus pour eux-mêmes? Souvent, ce sont des personnes qui mélangent leur vie pro et leur vie perso, qui ont une vision globale, c'est-à-dire que rien n'est segmenté, tout est entier. Et donc, du coup, qui vont avoir besoin de parler d'autre chose que du travail. Et la reconnaissance d'eux-mêmes est un élément clé.
d'autres vont avoir besoin d'être reconnus par leurs actions, par la réussite de leurs actions et d'être valorisés à travers les actions qu'ils mettent en place. Certains vont avoir besoin d'être reconnus dans la solitude, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de travailler seuls, qui ont besoin de réfléchir seuls. Ce sont des collaborateurs que vous pourrez mettre sur des missions seuls et qui ne posera aucun problème. Et puis d'autres vont avoir besoin d'être reconnus à travers leur humour, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont besoin de travailler en s'amusant. Ce sont des gens qui ont besoin de s'amuser en fait et de travailler en même temps. Et s'ils ne sont pas reconnus là-dedans, eh bien, aucun de ces collaborateurs ne réussiront à se mobiliser sur du long terme pour vous. Donc, il y a être reconnu pour ce que l'on est, la façon dont on fonctionne. Vous avez le mapping qui vous indique en fait le degré d'autonomie et de compétence de votre collaborateur. Donc Alexandre, je vous rappelle, au départ arrive, il n'est pas compétent et normalement motivé. Je dirais que s'il n'a ni l'un ni l'autre, je vous assure, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein, donc ne le recrutez pas. Ensuite, Alexandre passe dans l'autre carré en fait à droite, donc de motivation et de compétence. Et ce que je vous suggère, c'est que à chaque fois que vous voyez en fait Alexandre baisser en motivation, parce qu'en effet, hein, on ne décide pas un matin de se dire bon, aujourd'hui je vais décider d'être beaucoup moins motivé. C'est un peu de perso, un peu de pro qui vont faire qu'à un moment donné, peut-être je peux me démotiver ou me démobiliser. Moi, je vous suggère de très rapidement s'entretenir avec Alexandre, tous ces comportements, ces micro-comportements qui est ne plus venir à l'heure, être un peu moins attentif à son travail, un peu moins méticuleux. En fait, tout ce qui peut changer en termes de comportement, d'habitude, eh bien, doit être un signe pour vous de démotivation. Et le seul élément et intérêt que vous avez en fait à prendre en considération la démotivation d'Alexandre, qui est normale, qui parmi nous n'a jamais connu la démotivation. On est tous à un moment donné arrivés dans un cycle de ce type-là. L'essentiel, c'est de pouvoir échanger avec lui. L'essentiel est de pouvoir s'interroger. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai noté en fait un changement, une évolution. Est-ce que tu veux qu'on en discute ? Alors cette question de est-ce que tu veux qu'on en discute, c'est pas vraiment une question, c'est qu'on va en discuter. C'est votre job d'identifier en fait les problématiques que peut rencontrer en fait Alexandre. Pourquoi ? Parce que avec la démotivation va arriver la baisse de compétences, c'est-à-dire que je vais être moins précautionneux dans mon travail, je vais diminuer en qualité de travail. Systématiquement, quand la démotivation est durable, systématiquement, vous aurez de la baisse de compétences. Et l'idée, c'est que je ne vous souhaite pas qu'un collaborateur arrive dans le cadran de gauche en bas qui ait plus de motivation et plus de compétences. Parce que pour vous, employeur, ce sera un vrai enjeu. Qu'est-ce que je fais de ce collaborateur que je n'arrive plus à mobiliser et qui ne fait pas un travail correct au quotidien ? Il ne faut pas oublier que ce jeune homme qui arrive et qui est plus compétent et plus motivé, il l'a été. Il a été motivé et compétent. Il a été, en fait, parmi ses collaborateurs qui comptaient pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais bien souvent, en fait, on n'a pas osé au départ parler de son baisse de motivation, des petits écarts de compétences, parce qu'on s'est dit « oh, ça va revenir ». Ça revient si, en fait, en tant que dirigeant, vous prenez en considération et que vous êtes, on va dire, exigeant. Si je reconnais mon collaborateur, si j'arrive à le féliciter régulièrement, alors je pourrais être exigeant avec lui quand les choses ne vont pas bien. Si je ne lui dis jamais que les choses vont bien, forcément ce sera beaucoup plus difficile de lui dire quand les choses ne vont pas. Donc les facteurs de performance et d'autonomie du collaborateur, elles passent bien sûr par la rémunération. Elles passent autant, 18% pour le niveau de rémunération, c'est la deuxième place en fait pour la rémunération que Alexandre indique dans les enjeux de motivation. C'est autant en fait que le besoin de reconnaissance. Et c'est presque autant, 16%, pour un travail varié et intéressant.
Bien sûr, la première des priorités, vous l'avez déjà constaté, hein, les personnes comme Alexandre qu'on recrute aujourd'hui, ils cherchent en fait à avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. La vie professionnelle et cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle, c'est ce que vous pouvez déjà mettre en place au sein de vos entreprises, terminer le travail le vendredi après-midi ou faire la journée d'une semaine en 4 jours. Ce sont des choses en fait qui peuvent faire en sorte que Alexandre soit motivé encore plus demain. Et je dirais que c'est pas un vecteur, vous avez 4 leviers clés sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Qui est l'équilibre vie pro, vie professionnelle, le niveau de rémunération, la reconnaissance, le travail varié. Manager, en fait, c'est un métier à part entière. Vous avez la mission de vraiment mobiliser tout l'ensemble de ces facteurs. Et c'est au-delà de ces éléments, en fait, de ces 3 éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Moi, je vous invite, plus vous avez de collaborateurs, plus vous devez vous retrancher, c'est-à-dire moins faire, être plus dans l'observation. On va dire que si hier vous travaillez 100%, eh bien au bout de 3 ou 4 salariés, je me retire un tiers de mission parce que vous devez devancer ce que Alexandre va avoir besoin demain. Et pour cela, vous avez besoin de temps pour vous, de temps de réflexion, ce temps que vous passez avec nous à échanger sur la motivation, parce que piloter votre activité à travers le développement commercial, l'innovation, tout cela, ça demande du temps. Et si vous ne prenez pas ce temps d'observation de ce qui se passe auprès de vos équipes, eh ben, vous ne saurez pas déléguer. Et vous aurez en fait des collaborateurs qui peuvent être démotivés parce qu'à un moment donné, ils ne se retrouveront plus en fait au sein de l'entreprise, quoi. Donc, si vous voulez faire durer en performance et en autonomie, vous devez faire avec vos équipes et vous devez faire sur du long terme. Donc, nous avons en fait fini cette présentation sur comment fidéliser et motiver en fait vos collaborateurs et nous sommes prêts à répondre à l'ensemble des questions que vous vous posez. Merci Solène et Séverine. J'ai une petite question d'Alain. L'entretien professionnel est obligatoire à partir de combien de salariés? À partir de 1 salarié, il est obligatoire. D'accord? Il n'y a pas de condition d'effectif. Tout employeur doit mettre en place l'entretien professionnel dans les conditions dans lesquelles je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est-à-dire respecter le délai de 2 ans et faire un bilan tous les 6 ans. Mais il est obligatoire à partir de 1 salarié. Et d'un point de vue motivationnel, je dirais que dès le premier salarié, le premier salarié, c'est un salarié hyper important parce que si je l'ai pris, c'est qu'en fait, j'ai développé mon activité. Donc, je compte sur lui d'une façon à part entière et généralement, je cherche quelqu'un d'hyper autonome. Et donc, du coup, échanger avec lui sur la façon dont il se perçoit dans l'entreprise, c'est gagnant, ça, comme posture. Merci Solène et Séverine. J'ai une autre question. Peut-on cumuler tickets restaurant et primes de panier repas? Alors oui, puisque je l'ai déjà vu. Par contre, je sais que d'un point de vue paye, il va y avoir un impact en paye parce que forcément, vous savez, il y a une partie du ticket restaurant, comme je vous ai dit, la part employeur qui est exonérée de charges. Donc, ça dépend du montant que vous aurez fixé. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis il y a la prime panier qui est due quand vos salariés sont en déplacement professionnel. Et là aussi, vous avez des minima conventionnels à respecter avec des particularités en termes de paye. Donc, je sais que c'est cumulable. Par contre, il faut bien vérifier les conditions. Et de mémoire, j'ai déjà fait une étude et je ne sais pas si c'était si intéressant que ça pour l'employeur. En tout cas, il y a une étude à faire. Ça, c'est sûr et certain. Merci Solène. Une autre petite question. On a bien compris de ce que vous nous avez dit que l'intégration et notamment le démarrage de l'intégration, c'était une période clé. De façon très pratique, ce serait quoi les 3 étapes clés de la première semaine d'intégration, donc au tout démarrage, dès que le candidat arrive?
Bah, je dirais en fait la présentation de l'entreprise, les objectifs pour le mois. Voilà en fait ce que j'attends de toi sur ce mois-ci. Ce mois-là, c'est un mois pour toi et pour moi, c'est-à-dire nous allons voir si notre collaboration peut se développer. Et donc du coup, voilà ce que je te propose. Donc la visite de l'entreprise, bien sûr, la rencontre des collaborateurs, éventuellement s'il y a plusieurs services, une journée dans chaque service pour qu'ils se rendent compte des liens, la facturation, enfin bref, tous ces enjeux en fait de l'entreprise. Et puis, lié à la fiche de poste dont parlait tout à l'heure Solène, les grandes étapes de compétences en fait développées par chacun des métiers, quoi, en fait. Pour compléter, Séverine, je dirais le contrat de travail à remettre immédiatement. Ça, c'est sûr, être d'accord déjà sur les termes du contrat de travail, signer le contrat de travail, en tout cas dans les meilleurs délais, et que ça ne soit pas déjà un frein à la collaboration. La visite médicale, c'est dans les 3 mois, donc j'ai envie de dire que bon, ça dépend un petit peu de nos médecins du travail, et je sais qu'il peut souvent y avoir du retard. Moi, j'aurais dit également échanger sur la fiche de poste, ça c'est clair et net, cadrer les missions. Et puis cadrer l'émission d'un point de vue déjà juridique, quoi, de bien expliquer ce qu'on attend de lui. Et puis après, je dirais plus l'intégration avec un tuteur éventuellement ou quelqu'un qui va l'aider à avancer pour ses premiers pas dans l'entreprise. Voilà. D'accord, merci Solène. Une autre petite question, quels seraient vos conseils et les attitudes à adopter pour remotiver un salarié qui est présent depuis de nombreuses années dans l'entreprise? C'est bien normal, il y a l'effet l'usure du temps et c'est bien humain. Quels seraient vos conseils pour ces salariés qui ont passé 15 ans, 20 ans, voire plus dans l'entreprise pour apporter un peu de fraîcheur et de remotivation? C'est-à-dire qu'en fait, en termes de motivation, on a différents éléments. C'est-à-dire que si on fait un entretien individuel dont on a parlé en fait Solène, les entretiens professionnels tous les 2 ans, des points étapes, c'est-à-dire des échanges conviviaux en juin, en décembre, des formations toutes les 2 ans qui vont être liées au développement de l'activité, à la pertinence en fait de leur métier. Mais je pense que quand vous faites ça déjà, vous continuez à mobiliser vos collaborateurs. Ensuite, apprendre à reconnaître les besoins des uns et des autres, bien ça, c'est se former en fait en tant que dirigeant pour acquérir une certaine souplesse, une compréhension de l'individu, parce que le management, c'est pas une ressource. Ce qui marche aujourd'hui ne marchera pas demain. Donc, du coup, pour le dirigeant, l'objectif, c'est plus il va croître en termes de réflexion personnelle et de posture, plus il y aura d'outils en fait pertinents pour s'adapter à ses collaborateurs. Parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire je m'adapte au collaborateur en fonction de sa compétence et de sa motivation et j'adopte un management souple ou participatif quand c'est nécessaire et puis un management un petit peu plus dur si ça doit l'être. Et pour ajouter, je dirais qu'effectivement, comme tu dis, Séverine, à un moment donné, si on a suivi toutes ces étapes-là, soit on savait qu'il y avait une démotivation de la part du salarié, soit elle a été progressive et puis ça y est, on est face à la démotivation. Et puis, on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire un échange avec le salarié, un entretien, on essaie de comprendre d'où ça vient. Est-ce que c'est professionnel ou personnel? Si c'est personnel, écoutez, vous pouvez quand même avoir… dans ce cas-là, c'est un petit peu plus difficile pour l'employeur d'aller sur ce terrain-là. Mais si c'est professionnel, c'est plutôt d'écouter et de voir ce qu'il est possible de faire dans la mesure du possible, bien évidemment. Donc, c'est un entretien avec le salarié. Éventuellement aussi voir s'il est possible de développer des missions valorisantes pour le salarié dans la mesure du possible, bien évidemment. Merci, c'est très clair. J'ai une remarque, c'est une question, c'est formulé sous forme de question, mais je trouve que c'est une remarque très juste et très belle. J'ai Thomas qui nous dit la reconnaissance, c'est d'abord la connaissance du salarié, en interrogation. Donc, c'est une question, mais je trouve que c'est une très belle remarque, en fait. C'est exactement ça, c'est-à-dire que quand je vous ai parlé des 6 sources de reconnaissance, ces sources de reconnaissance, c'est des besoins vitaux. Si j'arrive à identifier en fait le profil de mes collaborateurs, je vais être un management juste.
je vais vraiment m'intéresser à l'homme. Et quand je m'intéresse à l'homme, il est performant parce que j'essaie de le conforter dans ce qu'il sait bien faire. Et ensemble, eh bien, on corrige, on développe ce qu'il y a à développer, bien évidemment. Dans les entreprises où on voit beaucoup de turnover, notamment, on se rend compte en fait que un salarié peut ne pas venir au travail et puis en fait quand on l'interroge pour plusieurs raisons personnelles et en fait quand on questionne l'employeur, on s'est déjà rendu compte de ça effectivement avec Séverine, c'est qu'en fait de toute façon l'employeur ne savait, bon alors on est dans des entreprises à taille un petit peu plus importante, mais effectivement le salarié ne connaissait pas l'employeur, le salarié ne savait pas pour qui il travaillait, il n'avait peut-être pas compris l'enjeu et du coup, effectivement, quand on se met en arrêt, on n'a peut-être pas l'impression. Ça ne va peut-être pas changer la face du monde. Voilà en tout cas ce qu'un salarié peut se dire quand il n'est pas reconnu et donc pas connu de l'employeur. Sauf que c'est tout l'inverse qu'il faut démontrer. Voilà, comme on a pu en parler, c'est ça. Merci, merci à vous deux. Voilà, maintenant, il va être l'heure de se quitter. Ce webinaire ciel touche maintenant à sa fin. Je pense que ce qu'il est important de garder en tête, c'est que d'après tout ce qu'on s'est dit, un talent, c'est tout d'abord un élément rare et qu'il apporte surtout une très grande valeur ajoutée à votre entreprise, à nos entreprises. Il convient donc d'y apporter la plus grande attention. On l'aura bien compris, notamment grâce à tous les conseils que vous avez pu nous prodiguer, Séverine et Solène. Donc, un grand merci à vous deux pour tous ces conseils. Voilà, qui vont nous aider tous dans notre vie de tous les jours à mieux diriger nos entreprises, à mieux motiver nos salariés. Voilà, en ce qui nous concerne, le prochain webinaire ciel aura lieu le 20 avril prochain. En attendant, je vous remercie tous pour votre attention et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Belle soirée, à bientôt. Belle soirée.